mon accent, mon rhume et moi-même, allons vous inviter à traverser l'Atlantique puisque je vais vous parler du Québec. Mais avant, je tiens à remercier Catherine et aussi remercier l'Université des femmes ainsi que l'Observatoire francophone des violences faites aux femmes pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous et en guise de rappel, je vais juste situer, contextualiser l'état de ma recherche. Donc, au cours des années 2000, comme ça a été mentionné précédemment, nous avons fait face à un contre-mouvement qui s'est fait voir, notamment par des actions spectaculaires, au Québec en particulier, donc dans les années 2005, où on a vu des militants escalader la structure du pont Jacques-Cartier qui lie Montréal et sa banlieue, déguisés en super-héros, en déroulant des bannières sur lesquelles il était écrit « Papa t'aime », donc appartenant à des organisations masculinistes qui ont été identifiées comme telles par la suite, telles que Femmes for Justice. Ces hommes ont réussi à attirer l'attention médiatique et publique de façon tout à fait, disons, unique. La même chose, on a vu des actions d'éclat aussi en France en 2013. Surtout, celle qui a retenu l'attention des médias, c'est celle de Serge Chernay, de SVP Papa, qui s'est perché du haut d'une grue à Nantes et qui a aussi là attiré l'attention médiatique. Donc, depuis les années 2000, on voit justement ces organisations qualifiées de masculinistes se développer un vaste répertoire tactique, qui va avoir des effets sur les différents mouvements féministes, mais particulièrement sur le mouvement féministe québécois. Évidemment, ce sont ces militants qui privilégient les actions d'éclat qui vont attirer l'attention. Ce que j'ai pu découvrir dans ma recherche doctorale, c'est qu'on est face à une diversité d'acteurs qui inclut également des travailleurs sociaux, des chercheurs universitaires, qui ont justement une certaine crédibilité au sein des listes et qui parviennent à attirer l'attention des décideurs de par leur statut social. Ils se font beaucoup plus discrets, mais dans les faits, ils sont assez dommageables, disons, du point de vue des féministes que j'ai interrogés. Il arrive aussi que cet antiféminisme, donc le masculinisme, et ça a été nommé par Valérie, là, la définition qu'on nous donne, c'est une forme d'antiféminisme qui prétend qu'il y aurait une crise de la masculinité provoquée par les femmes et les féministes, donc par une féminisation de la société. Donc ce masculinisme, parfois, se transforme en prétexte pour assassiner des femmes. Ce fut notamment le cas le 6 décembre 1989, à Montréal, à l'école polytechnique, où un homme du nom de Marc Lépine est arrivé armé à l'école polytechnique en disant, et là je vais le dire en québécois, « j'haïs les féministes », traduisible par « je hais les féministes ». Il a assassiné 14 femmes, il en a blessé 14 autres personnes, majoritairement des femmes, et il portait sur lui une lettre de suicide sur laquelle, justement, il était écrit qu'il voulait s'en prendre aux féministes qui lui avaient toujours gâché la vie. On a un certain nombre aussi plus récents de meurtres collectifs qui visaient des femmes et qui ont été inspirés, dévoilent les médias, par justement des groupes dont les incels, qu'on peut traduire en français par les célibataires involontaires, qui ont inspiré aussi, qui ont motivé certains meurtriers plus récents, incluant le tueur de Toronto au printemps 2018, qui a foncé dans une foule cherchant à assassiner des femmes, ou plus récemment aux États-Unis, dans l'État de Floride, donc il y a quelques semaines de ça, on a également un tueur qui est entré dans une salle de yoga pour assassiner que des femmes, et lui aussi se revendiquait des incels. Les journalistes ont fait un grand travail pour aller rechercher ces motivations, et ils ont retrouvé des chansons dans lesquelles il incitait au meurtre de femmes et de migrants, puisqu'il était également d'allégeance néo-nazie. Donc, le masculinisme sous toutes ses formes, dans le continuum des actions qu'il privilégie, porte ce discours de la souffrance des hommes et on est prêt à tuer des femmes au nom de cette souffrance. Le masculinisme prétend aussi que les hommes sont victimes des campagnes de sensibilisation
en matière de violence conjugale ou en matière de violence sexuelle. On prétend également que les femmes propagent de fausses allégations en matière de violence sexuelle et que les hommes, donc, sont les victimes de ces fausses allégations. Conséquemment à ces mobilisations et à ces discours qu'on véhicule pour contrer la signification féministe des violences faites aux femmes, donc, conséquemment à ces mobilisations masculinistes, on va voir ici le travail de signification des violences faites aux femmes de la part des féministes se transformer dans le temps. Et donc, dans le cadre de cette présentation, je vais traiter de l'influence du masculinisme sur l'identification des problèmes des violences faites aux femmes. Donc, qu'est-ce qui en cause? Qu'est-ce qui occasionne ces violences faites aux femmes, c'est-à-dire les hommes violents? Et je vais également discuter des solutions envisagées. Donc, ça ici, ça fait partie du travail de signification. Qu'est-ce qu'on souhaite comme solution pour éradiquer le phénomène des violences faites aux femmes? Je vais donc m'appliquer ensuite à analyser les effets que j'ai appelés des effets de déradicalisation du discours féministe. Et à la toute fin, je vais conclure avec un phénomène de désengagement, une certaine forme de désengagement que provoquent également ces discours antiféministes. Je vais m'attarder à deux discours particuliers qui ont des effets tout aussi particuliers sur le discours féministe. C'est celui de la symétrie de la violence, donc qui prétend que les hommes comme les femmes sont auteurs de la violence, ainsi que le discours sur la violence des femmes, que les femmes sont tout autant violentes que les hommes, sinon plus, lorsqu'il est question de violence psychologique. Donc, ce sont ces deux discours qui affectent plus précisément le discours féministe. Alors, cette discussion s'inscrit dans un projet. Il y a un complot ici. Ça arrive tout le temps, il n'y a pas de complot. Il y a un problème. Voilà. Donc, cette discussion s'inscrit dans un projet de recherche qualitative beaucoup plus large, qui est ma recherche doctorale, qui porte sur les effets donc, du masculinisme sur le mouvement féministe québécois. Et j'ai étudié plus particulièrement les organisations qui militent contre les violences faites aux femmes. Donc, dans le cadre de ce projet, j'ai constitué un corpus de 87 entretiens semi-dirigés auprès de féministes un peu partout au Québec. Et ces entretiens ont été menés entre 2006 et 2015, ce qui m'a permis d'avoir aussi une perspective dans le temps pour voir les transformations. J'ai aussi, comme je le disais, pris soin d'analyser les conséquences plus précises dans les secteurs qui, justement, s'engagent contre les violences, ce qui inclut les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Donc, en bref, les groupes qui ont fait partie de l'enquête sont des groupes qui offrent des services auprès des femmes victimes de violences, donc de l'accompagnement juridique, parfois des services d'hébergement pour leur assurer une sécurité, des services de référence téléphonique et d'écoute téléphonique également. On a, je le disais, mais de l'accompagnement en cours, soit au tribunal de la famille aussi, lorsqu'il est question de la garde des enfants, ou au tribunal pénal, pour traduire. Chez nous, on parle du tribunal criminel, de la cour criminelle. Donc, en étudiant la perception des féministes interrogées, j'ai démontré dans ma thèse que le masculinisme produisait des effets de divers ordres. Des effets d'ordre politique. Les effets d'ordre politique touchent notamment à la capacité du mouvement à obtenir des ressources financières et matérielles auprès de l'État. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mouvement féministe est largement financé par l'État québécois. Donc, des effets d'ordre politique qui touchent aussi à la crédibilité des féministes. Valérie, on le soulignait pour la Belgique également. Donc, est-ce que les élus accordent la même crédibilité aux féministes qu'avant dans leur expertise? Des effets organisationnels, à savoir des effets sur les mandats des organisations. J'ai noté qu'une minorité d'organisations devait désormais travailler auprès des hommes cisgenres pour obtenir un financement. Donc, ça modifie également leur mandat organisationnel. Ce que j'ai appelé les effets biographiques sont des effets sur l'engagement des féministes aussi. Et c'est un exemple. Et des effets discursifs.
donc des effets sur le travail de signification. Et dans le cadre de cette présentation, je vais m'arrêter sur ces effets particuliers que sont les effets discursifs du masculin. Alors, donc, je vous disais que je vais travailler autour des questions d'identification du problème de violence ou ce qu'on peut appeler le diagnostic. Donc, quelle est la cause des violences faites aux femmes et comment, justement, on peut y remédier, donc le pronostic. Et pour bien saisir ces transformations du discours, ce qui m'importe, c'est de voir, justement, qu'en général, la signification qu'on accorde aux violences faites aux femmes provient du large champ, disons, du secteur du mouvement féministe, plus près d'un féminisme radical des années 70, et qui, justement, a défini les violences faites aux femmes dans ces années 70 comme une violence liée à une prise de contrôle, une prise de pouvoir des hommes sur les femmes dans la société. Donc, évidemment, il n'existe pas de consensus quant à l'origine des violences, à savoir est-ce que l'origine des violences est psychologique ou sociologique, et j'entre pas dans le détail, mais il n'existe pas de consensus dans le mouvement féministe. Or, il existe tout de même un assez large consensus autour du fait que la violence masculine est un moyen de contrôle des hommes sur les femmes dans une société patriarcale. La violence conjugale sert justement à préserver des privilèges, tout comme la violence sexuelle. Et donc, la violence, ici, renvoie à la position collective des femmes dans une société, dont le Québec, qui peuvent certes faire preuve d'agentivité, qui peuvent certes faire preuve de légitime défense, ou utiliser ce que Marie Jasper appelle la violence réactionnelle, donc pour se défendre d'une violence coercitive, mais qui vont moins user, de point de vue statistique notamment, et qui vont moins faire usage d'une violence comme moyen de contrôle. Donc ça, c'est le cadre ici de la pensée du mouvement féministe quand il est question de violence conjugale et sexuelle. Alors, justement, cette définition, cette perception de la violence, cette analyse, cette signification plutôt de la violence, elle fait face à quoi? Contre quoi elle est susceptible de se transformer? Et donc, elle est susceptible de se transformer, ou ce que j'ai pu analyser, elle se transforme face au travail de signification qu'entreprennent les masculinistes, et plus précisément à deux discours, celui de la symétrie de la violence ou celui des violences des femmes qui vont forcer les féministes à analyser les violences à l'intérieur des cadres des masculinistes. Donc, elles sont aujourd'hui forcées à analyser ou discuter des violences faites aux femmes à l'intérieur des cadres de la symétrie de la violence et de la violence des femmes. Donc, rapidement, qu'est-ce que le discours de la symétrie de la violence? On s'appuie ici sur un a priori largement répandu voulant que l'égalité soit atteinte entre les hommes et les femmes. Donc, on part du principe que l'égalité est atteinte. Et donc, justement, de ce principe, on réduit la violence comme forme de contrôle à une violence s'exerçant entre deux partenaires dans un rapport intime. Par exemple, les travaux du psychologue, sexologue Yvon Dallaire, et j'aime bien le citer en Belgique parce qu'il passe beaucoup de temps ici. Oui. Donc, il passe du temps aussi en France, en Suisse, il se balade beaucoup en Europe. Donc, les travaux du psychologue Yvon Dallaire s'inscrivent dans la foulée de la psychologie évolutionniste. La psychologie évolutionniste, donc, prétend que la société, donc l'évolution humaine, fonctionne et le résultat plutôt d'une pression exercée par la sélection naturelle. Donc, la sélection naturelle expliquerait pourquoi aujourd'hui les hommes et les femmes se comportent de manière différente.
Et ce qu'on pourrait appeler justement ce paradigme naturaliste, Yvon Dallaire, justement, s'y appuie pour prétendre qu'il y a deux co-créateurs de la violence, que les deux sexes initient également la violence conjugale. Il va plus loin, et j'ai envie de me permettre une parenthèse qui n'est pas dans mes notes, mais justement, il va plus loin pour obtenir davantage de crédibilité. Il va développer des concepts qui donnent l'impression que son discours est scientifique. Avez-vous déjà entendu parler de la sismogénèse complémentaire? Vous voyez, juste par l'utilisation du terme, je viens de me donner un vernis scientifique. Alors, il utilise des termes complexes pour développer de la pseudo-science. Alors, la sismogénèse complémentaire, je vous l'explique rapidement. Pour Yvon Dallaire, avant l'époque des cavernes, on ne sait pas du tout c'est quand. C'est l'époque des cavernes. Et les masculinistes sont friands de l'époque des cavernes. Donc, à l'époque des cavernes, les hommes et les femmes n'étaient pas du tout conditionnés par des gènes ou une nature qui déterminerait des comportements différents. Or, à cette époque, les hommes allaient chasser le mammouth, dit Yvon Dallaire, et tandis que les femmes restaient dans la caverne à balayer et à s'occuper des bébés. Alors, prenez note qu'aucune étude scientifique ne sert ici d'appui pour prétendre cette division du travail à l'époque de la caverne. C'est un modèle européen, nord-américain, très blanc, du bungalow, pour parler de l'Amérique du Nord, conjugal. Donc, nous avions des femmes dans la caverne et des hommes à la chasse au mammouth. Et que doit-on développer comme aptitude lorsqu'on chasse le mammouth? C'est certainement pas l'aptitude à la conversation, parce que ça fait fuir le mammouth. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend à gérer le stress en serrant les poings. Et donc, on gère le stress dans le silence. Et on développe une vigilance quant à notre sens de l'orientation, ce que John Gray a appelé justement les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, parce que les hommes savent bien s'orienter dans l'espace. Alors, nous avons ici le développement d'un stress, d'une gestion du stress dans le silence. Les femmes, quant à elles, étaient regroupées dans la caverne à s'occuper des bébés. Et donc, ce qu'elles ont développé comme aptitude, c'est l'art de la conversation et surtout le fait de beaucoup parler. Et ce faisant, nous arrivons aujourd'hui. Donc, voilà, ça s'inscrit dans les gènes, selon Yvon Dallaire, et aujourd'hui, nous fonctionnons comme à l'époque des cavernes. Ce qui veut dire que quand Yvon Dallaire nous parle de conflits familiaux, il ne parle jamais de violence, mais de conflits, et c'est là où se fait l'amalgame entre conflit et violence. Donc lorsqu'il nous parle de conflit, il nous dit les hommes ont une tendance à se retirer, à serrer les poings et à ne pas chercher à communiquer l'objet de leur stress. Les femmes, quant à elles, parlent beaucoup, et beaucoup trop. Donc, nous dit Yvon Dallaire dans Homme et fier de l'être, il ne faudrait pas s'étonner que les hommes réagissent parce que les femmes ne respectent pas les attitudes naturelles des hommes, qui sont de se proscrire dans le silence. Donc, si je ne respecte pas le silence de mon partenaire, il se pourrait qu'il réagisse. Donc, vous voyez la justification ici des violences se travailler en filière. Alors, fin de la sismogénèse complémentaire qui, en résumé, pourrait se définir avec les termes de Dallaire comme étant la réaction d'un des deux partenaires lorsque l'autre partenaire ne répond pas au fonctionnement naturel de l'autre. Donc, souvent, c'est les femmes qui ne répondent pas aux attitudes, disons, biologiques ou naturalistes des hommes. Eh bien, voilà que se développe la sismogénèse complémentaire. Donc, Dallaire va traiter du même souffle la question des violences des femmes. Donc, les femmes aussi, justement, seraient tout autant violentes que les hommes. Ce qui, je le rappelle, constitue le deuxième cadre. Donc, le deuxième discours qui va être identifié par les répondantes à la recherche que j'ai menée comme un autre discours problématique pour le mouvement féministe. En somme, selon les masculinistes, la violence des femmes contre les hommes serait sous-évaluée, notamment parce qu'elle s'exerce davantage sous la forme d'une violence psychologique, donc moins facilement détectable, disent les masculinistes, moins facilement saisissable,
Et enfin, la violence des femmes contre les hommes, disent-ils, prendrait la forme d'un véritable tabou auquel les féministes qui militent contre les violences faites aux femmes participeraient. Donc, on participerait d'un tabou à propos de la violence masculine, la violence féminine contre les hommes. Alors, la violence des femmes et la symétrie de la violence, je le répète, forment les deux, ce que j'appelle les contre-cadres. Et je vais revenir sur cette notion de cadre et de contre-cadre. Mais ce sont donc les deux contre-cadres jugés les plus susceptibles d'attirer l'attention de la population parce que ce sont des contre-cadres qui s'appuient sur des idées reçues, mais également sur un appareillage statistique et qui sont par le fait même plus susceptibles de convaincre la population. Et il y en aurait long à dire sur les statistiques de la symétrie de la violence, mais je vais passer, vous pouvez peut-être me demander au moment de la période de discussion. Donc, on a ici des statistiques qui appuient le fait que la violence serait symétrique entre les hommes et les femmes, ce qui attire l'attention et alerte les féministes qui travaillent dans les maisons d'hébergement notamment. Oups. Donc, dans la foulée, des féministes vont offrir un aperçu du travail qu'elles doivent faire de repérage de ces contre-cadres qui sont susceptibles d'impacter ou d'avoir des conséquences sur leur travail de signification. Alors, ces contre-cadres, justement, qui vont les forcer, et je vais citer une d'entre elles, qui vont forcer les féministes à construire un discours cohérent, mais à travers des faits. La meilleure façon de le faire, c'est vraiment de déconstruire sur la place publique les discours qui ne sont pas marginaux. Je te donne un exemple, Steph. Si publiquement, systématiquement, tu entends « les femmes sont aussi violentes », on sait que les femmes sont aussi violentes, regardez les statistiques, à un moment donné, il faut que tu répondes à ce discours-là. Il faut qu'on construise un contre-discours cohérent, pas juste en disant « les antiféministes, c'est une gang de maniaques ». En somme, le contre-cadre de la violence des femmes ainsi que son identification par le mouvement féministe, selon justement l'exemple donné par cette informatrice, viendront donc influencer le travail de construction du schéma interprétatif des violences faites aux femmes par les féministes. Alors, j'ai donc choisi de traiter de ces transformations, comme je vous disais, des schémas interprétatifs, à l'aide de 2 des 3 étapes de la théorie du cadrage de Benford et Snow. Donc, le cadre dont il est question ici, c'est le cadre des violences faites aux femmes. Qu'est-ce qu'un cadre, selon la théorie? C'est justement un concept, un terme développé par les mouvements sociaux, mais qui est parvenu à justement obtenir un rayonnement suffisant auprès de la population pour, dans le fond, que la signification développée par le mouvement social fasse écho à un large public. Donc, si j'évoque les violences faites aux femmes, vraiment la définition nous vient du mouvement féministe, mais on a réussi, dans le fond, à convaincre, par exemple, l'Organisation des Nations Unies à adopter une définition comme la définition féministe, voulant que ce soit une prise de pouvoir d'un partenaire sur un autre quand il est question des violences conjugales. Donc, alors, ici, le cadre cardinal des violences faites aux femmes, dans le fond, ce qui y est associé, c'est tout un travail de signification. Et le travail de signification, c'est ce que Benford et Snow ont appelé justement le processus de cadrage. Et dans ce processus, j'en ai parlé plus tôt, nous avons la première étape, qui est justement on détermine un diagnostic des violences faites aux femmes, c'est-à-dire on identifie un problème et on l'attribue à quelqu'un ou à quelque chose. Et la deuxième étape, c'est le pronostic. Donc, on propose une solution au problème qu'on a identifié. Ici, les violences masculines contre les femmes et la solution, nous en parlerons un peu plus tard. Donc, au niveau du diagnostic, c'est véritablement parce que les féministes font face à une lutte masculiniste pour désarticuler le cadre des violences faites aux femmes qu'elles vont ajuster leur diagnostic. Elles vont justement ajuster l'identification du problème des violences faites aux femmes ou, et là c'est plus précis, les adversaires des violences faites aux femmes, c'est-à-dire les hommes violents. Alors,
elles vont rappeler que la violence meurtrière des conjoints touche principalement les conjoints. Ça fait partie du travail de signification, ou des anciennes conjointes, pardon. Ça fait partie justement de ce travail de diagnostic, surtout depuis, disent-elles, que les masculinistes remettent en question les statistiques de victimisation des femmes en contexte de violence conjugale. Donc, pour y parvenir, des informatrices entrevoient des nouvelles perspectives, notamment, et je vais citer une d'entre elles, grâce à, et elles disent, l'avancement des connaissances sur l'évaluation des risques. On a aussi commencé à introduire dans le discours sur les violences conjugales les risques d'agression pour les femmes, des risques d'homicide, des risques pour les femmes et pour les enfants. Je pense que ça a été une façon de démontrer que tout n'est pas égal, qu'il y a beau y avoir un discours antiféministe, les femmes continuaient d'en payer de leur vie. Donc de rappeler que la violence meurtrière est principalement le fait d'hommes sur des femmes. Donc pour convaincre que les femmes sont majoritairement les victimes des violences conjugales, les féministes vont choisir de s'appuyer sur des statistiques jugées plus crédibles, tout en mettant de côté les études qui recourent à des échantillons ou à un échantillonnage probabiliste. Donc, elles se sentent obligées, disent-elles, de se rabattre sur les données de la sécurité publique, qui justement comptent les mortes. Donc, ces données sont beaucoup plus difficiles à contester, certes, mais elles posent problème, puisque la plupart des femmes victimes de violences conjugales et sexuelles ne déposent pas de plainte auprès de la police. Donc, comme elles ne portent pas plainte, voir que de nombreuses plaintes ne sont pas justement, sont rejetées par la police ou rejetées par les procureurs, ici, on n'a pas l'ensemble du portrait des violences faites aux femmes. Donc, elles se rabattent sur des statistiques qui ne permettent pas de voir l'ensemble du phénomène. Selon les informatrices, le contrecadre de la symétrie de la violence porte aussi atteinte à la crédibilité des féministes, puisque, justement, ce contrecadre est porté par des chercheurs universitaires, jugés hautement plus crédibles, qui vont siéger sur des tables de concertation, qui vont siéger sur des instances qui ont une bonne réputation. Les répondantes vont également en venir à recourir aux chiffres et aux définitions produites par des institutions crédibles, comme l'ONU. Elles vont se rabattre sur ces définitions. Donc, elles répondent aux conflits sur les statistiques engagées par les masculinistes avec la double intention de convaincre de la victimisation des femmes, mais aussi de maintenir leur crédibilité auprès des décideurs et de la population en général. Donc, suivant cette logique, une féministe explique, et je la cite, « On a beaucoup appuyé nos dires des recherches, ce qu'on ne faisait pas avant. » Elles se basaient sur leur expérience pour justement parler des violences. Et maintenant, elles ont besoin de la recherche pour appuyer leurs dires. On aurait pu penser qu'au niveau de l'information sur la problématique, c'est un peu acquis, mais ce ne l'est plus, dit-elle. Et donc, cette démarche est perçue comme, et je la cite de nouveau, un changement dans notre façon de faire, le fait qu'il faut démontrer tout le temps quelle est la réalité des femmes. Pour certaines, maintenir sa crédibilité se conjugue non seulement avec l'utilisation de données de recherche, mais aussi avec une mise à distance d'avec leurs émotions. Donc, j'ai pu percevoir un processus de rationalisation qui serait à l'œuvre chez les féministes, qui estiment justement que cette rationalisation leur permet de maintenir la crédibilité. Donc, ne plus être en colère fait partie également du processus de travail de signification. Pour une d'entre elles, c'est justement un talon d'Achille, la colère des féministes. Alors, on répond de manière plus théorique aux attaques antiféministes pour démontrer, dit l'une d'entre elles, qu'on est capable d'être articulé, qu'on est capable d'être stratégique et qu'on est capable d'être fort. Donc, toujours pour faire face au contre-cadre de la symétrie de la violence, le diagnostic des violences faites aux femmes subit également des transformations quant à la définition de l'adversaire.
c'est-à-dire les hommes violents. Non seulement le travail de signification est influencé par le discours médiatique entourant la psychologisation des hommes violents, la détresse des hommes violents, mais il est tout autant par l'argumentaire masculiniste qui a le potentiel de convaincre la population que les hommes sont considérés comme des ennemis du mouvement féministe, qui prétendent les masculinistes. Donc, selon les masculinistes, les hommes seraient les ennemis du mouvement féministe et justement, les hommes en subiraient les conséquences de cette définition et de cette transformation. Autrement dit, en soutenant que les féministes accusent injustement tous les hommes d'être violents, ça c'est le discours masculiniste, les antiféministes visent à contester l'analyse de la violence comme une asymétrie entre les hommes et les femmes, voire contester l'identification des hommes comme perpétrateurs des violences. La frontière entre la définition d'un adversaire masculin se déplace et les féministes témoignent devoir faire attention pour ne pas laisser croire qu'elles manquent d'empathie à l'endroit des hommes en général et des hommes violents en particulier. Donc, en regard de mon corpus d'entretien, les féministes semblent ne plus pouvoir ignorer la réduction de leur mouvement à un mouvement anti-homme. Et alors, pour contrer ce phénomène, une informatrice raconte qu'elle doit expliquer lors des ateliers qu'elle anime que le féminisme c'est aussi bon pour les hommes. Et de manière générale, disent-elles, elle doit mettre, et je cite une d'entre elles, elle doit mettre des gants blancs jusqu'aux épaules. Donc, elles doivent constamment répéter que les hommes ne sont pas exclus des luttes féministes, que les hommes aussi sont victimes de violences, etc., etc. Le masculinisme influence ainsi le cadrage du diagnostic des féministes qui s'empressent toujours de préciser que les hommes en général ne sont pas des adversaires. Une d'entre elles disait justement à ce propos que ce n'était pas le cas il y a 15 ans. Et puisque les hommes seraient désormais victimes autant que les femmes, les féministes interrogées témoignent devoir modifier le vocabulaire utilisé pour parler du problème des violences faites aux femmes. Et là, j'ai une citation pour illustrer. Comme l'indique une répondante, avant, quand on parlait des violences faites aux femmes, tu n'avais pas automatiquement quelqu'un qui te disait « oui, mais les hommes aussi ». Maintenant, que ce soit en formation ou en entrevue dans les médias, je sais que si je dis le mot « femme victime », trop souvent, je vais me faire dire « oui, mais il y a des hommes victimes ». Donc, j'ai tendance, par exemple, à utiliser le terme « victime » plutôt que « femme victime ». Le cadre féministe des violences faites aux femmes se transforme ainsi de manière à ce que le terme « femme » disparaisse le plus souvent du discours, faisant place au mot « victime » sans autre précision, ou à l'expression « personne victime » sans autre précision non plus. Et à noter ici qu'aucune répondante n'a précisé qu'elle parlait des personnes victimes pour inclure la victimisation des personnes trans ou non-binaires. C'est uniquement pour parler des femmes et des hommes cisgenres. C'est donc non seulement la définition de l'adversaire qui se transforme sous l'impact des contre-cadres de la symétrie de la violence et de la violence des femmes, mais aussi l'identification du problème, c'est-à-dire la violence masculine contre les femmes. Et en ce qui concerne le contre-cadre de la violence des femmes, ce dernier va alimenter des débats à propos de sujets jugés tabous dans le mouvement féministe. Et ça, ici, c'est un impact que j'ai identifié qui, pour certaines féministes, s'avère être un impact positif du masculinisme. Donc, il n'y a pas que des effets négatifs. Donc, pour éviter de laisser le champ libre aux masculinistes à propos de cette violence des femmes, quelques participantes vont souhaiter investir ce champ de recherche jugé, justement, trop longtemps intouchable. Elles vont par contre estimer que c'est très difficile de le faire en raison d'une part de la frilosité de certaines féministes d'aborder ce sujet, d'autre part du peu d'analyse féministe sur le sujet de la violence des femmes, et finalement, ensuite, en troisième lieu,
des effets que ces analyses peuvent avoir sur le vocabulaire privilégié et finalement la crainte d'un accueil qui donnerait raison, justement un accueil de ces recherches sur la violence des femmes, qui donnerait raison aux masculinistes quant à la symétrie de la violence. Et là, il devient possible d'illustrer ce qu'elle redoute dans ce type d'entreprise à l'aide de brochures pour clientèle particulière, dont les hommes victimes et les minorités de genre. Ici, j'ai 2 brochures produites par le Secrétariat de la condition féminine du gouvernement du Québec, diffusées par la table de concertation en violence conjugale de Montréal. Dans ces brochures, le masculin et le féminin sont utilisés en référence aux personnes violentes en l'endroit des minorités de genre, tandis que seul le féminin est utilisé pour désigner le conjoint agresseur à l'endroit des hommes. La brochure sur la violence des hommes, faite aux hommes, laisse ainsi entendre que les hommes sont uniquement violentés par des femmes, quand statistiquement, on sait très bien que c'est majoritairement des hommes qui violentent d'autres. En somme, par-delà les dommages occasionnés par le masculinisme, le contre-cadre masculiniste de la violence des femmes, dans le diagnostic, justement, produit certes certaines innovations ou certaines volontés de produire des innovations dans la recherche féministe, mais aussi, justement, une réflexion non consensuelle quant à cette violence des femmes. Cela étant, cette innovation ne remet pas en question le cadrage de pronostic entourant la nécessité d'offrir des services aux femmes comme solution, certes, prioritaire, mais aussi limitée pour enrayer le phénomène, éradiquer le phénomène. Donc, le dialogue conflictuel se poursuit avec le cadrage de pronostic entourant les solutions aux problèmes des violences faites aux femmes. Et là, j'aimerais savoir, il me reste combien de temps? Tu as encore 11 minutes. Ok. Je vais aller plus vite. Donc, le travail de pronostic, donc le cadrage de pronostic, ne semble pas faire l'objet d'un travail de transformation majeure. C'est-à-dire que les féministes ne remettent nullement en question leur service auprès des femmes victimes de violences conjugales et sexuelles comme solution prioritaire, comme je le disais, mais aussi partielle pour éradiquer le phénomène. Donc, le cadrage de pronostic apparaît par contre influencé par l'intégration de la victimisation des hommes dans le diagnostic des violences. S'ensuit dans cette logique une transformation où les féministes doivent considérer, constamment se justifier, d'investir et de promouvoir leurs services réservés aux femmes seulement comme solution aux violences masculines. Ce qui, justement, va provoquer des ajustements dans le cadrage de pronostic. Encore une fois, aucune des répondantes vont parler ici de remise en question de la non-mixité de leurs ressources par rapport, justement, à l'intégration de personnes non-binaires. On n'est pas du tout dans cette réflexion, c'est uniquement à l'endroit d'hommes cisgenres. Donc, le conflit tourne ici au niveau de l'intégration dans les services féministes non mixtes des besoins des hommes cisgenres violentés par une femme dans le cadre de couples hétérosexuels. Voilà le cas. Bon. Une répondante donc se plaint d'être dans l'obligation de répondre constamment à l'exclusion, aux critiques plutôt, quant à l'exclusion des hommes de leur service. Lorsqu'on lui demande pourquoi son groupe ne s'occupe pas des hommes battus, elle réagit en disant, et je la cite, « Est-ce que toi, tu achètes des pilules au supermarché? » Fait que là, ils comprennent en quelque part que c'est pas le bon endroit et c'est pas moi qui va régler leurs problèmes. Si homme battu il y a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais sa place n'est pas ici. À quelque part, on est obligé de se défendre, et même un peu plus souvent qu'avant, et un peu plus férocement quelquefois. Tout en justifiant la pertinence des services pour femmes, les féministes sont appelées à se positionner sur la pertinence des ressources pour hommes également, de manière, et là je vais citer une militante, à la manière de cette militante donc qui ajoute « Moi dans mon discours, tu sais, je vais dire oui les ressources pour les hommes c'est correct.
Je suis toujours en train de tempérer un peu. Dans un contexte de compression budgétaire, l'inclusion des ressources pour hommes violents dans le cadrage de pronostic ne permet certainement pas aux féministes de pondérer l'importance qu'accordent les élus aux organisations pour hommes violents, au détriment de leurs ressources, ni, comme le souligne une ancienne fonctionnaire que j'ai interrogée, le financement qui en découle. En somme, les hommes victimes ou agresseurs sont désormais pris en compte par les féministes dans leurs analyses des solutions aux problèmes envisagés. Que ce soit de manière intentionnelle ou non. Donc, tout en défendant leur mandat, les féministes interrogées répondent au discours de la symétrie de la violence en insistant sur leur mandat spécifique ou en évoquant également le travail des ressources pour hommes et les conjoints violents. Ce sont deux termes génériques ici qui regroupent des organisations masculinistes. Donc, quand on évoque les organisations pour conjoints violents, on parle, dans bien des cas, d'organisations masculinistes. Donc, elles doivent maintenant en faire la promotion. Alors, cela dit, pour mieux réagir à la présence du discours de la symétrie de la violence ou de la violence des femmes, des féministes vont élaborer des formations sur l'antiféminisme, espérant de la sorte mobiliser les femmes. Donc ici, on est justement dans l'intention de mobilisation. Les répondantes vont discuter généralement de ces formations en les identifiant à de l'éducation populaire. Des formations que j'ai pour ma part regroupées sous le vocable de tactique éducative. Donc cette tactique éducative vise essentiellement à informer les femmes à propos de leur histoire, de leurs droits, mais aussi de l'antiféminisme. Donc, à travers justement des formations sur l'histoire et le droit des femmes, elles vont parler des réactions antiféministes. Alors, la communauté du mouvement féministe a ainsi développé diverses initiatives. Et je sais qu'en Belgique, il y a l'équivalent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'initiatives également de sensibilisation face au masculinisme. Donc, on développe des formations qui aspirent à mieux cerner le phénomène de l'antiféminisme, à outiller les féministes pour contrer l'antiféminisme. Et justement, on développe donc des initiatives. Par exemple, le guide Réponse éclair, paroles féministes contre on le ressac, produit en 2005 par la table de concertation de Laval en conditions féminines. On a différents exemples. Donc, le guide produit en 2006 par la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, appelé Casser la vague, qui offre justement des réponses éclairs au discours de la symétrie de la violence, etc., etc. Donc, on a ici de la formation pour contrer le phénomène. Et donc, ces exemples de formation soulignent que l'antiféminisme fait désormais partie des motifs à l'engagement féministe contre les violences faites aux femmes. Donc, depuis 2005, l'antiféminisme est identifié comme un adversaire qui, dans le fond, qui fait partie donc des motivations à l'action collective contre les violences faites aux femmes. Donc, même si l'antiféminisme avive des conflits à l'intérieur du mouvement féministe, notamment à propos de l'inclusion des hommes cisgenres dans les organisations, donc ça avive ces conflits sur l'inclusion des hommes cisgenres, du même coup, l'antiféminisme agit comme un adversaire structurant, donc un ennemi structurant du mouvement féministe, qui crée du lien et donc qui rallie les féministes autour d'un adversaire commun. Et par exemple, justement, il est à ce point devenu important pour le mouvement féministe, à ce point devenu structurant des motifs à l'engagement féministe contre les violences faites aux femmes, que certaines répondantes vont dire, par exemple, que dans le cadre de la campagne des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes, ça fait partie des 14 façons de lutter contre la violence, que de parler d'antiféminisme. Une autre ajoute, dans tout ce qu'elles écrivent, justement, on parle tout le temps d'antiféminisme, que ce soit dans nos mémoires, dans nos interventions, dans nos argumentaires. Donc, c'est un motif à l'engagement. Par contre, le vocabulaire associé au féminisme semble parfois proscrit du travail de signification en général, que ce soit du cadrage de pronostic ou de diagnostic. Alors, pour convaincre la population
le plus grand nombre d'adhérer à leur cause, plus d'une féministe évite d'utiliser le mot féministe pour se définir leur approche, définir leur cadre d'intervention ou leur perspective. Alors, elles sont plus d'une à observer cette prescription, ce mot proscrit du vocabulaire, et de parler ainsi d'une déradicalisation du discours féministe. Dans les contextes où les féministes craignent la présence de militants antiféministes, elles vont être nombreuses à parler d'une dilution du discours. Et là, je cite une d'entre elles, parce que si on ne le dilue pas, on n'est pas écouté, croit une intervenante. Par exemple, on n'utilise plus le mot patriarcat ni oppression des femmes dans nos ateliers. Et donc, il apparaît que la perception même qu'entretiennent les féministes face à l'adhésion de la population à leur cause explique en grande partie cette déradicalisation du discours. Donc, en d'autres termes, la perception de l'adhésion à laquelle les masculinistes vont participer influence la construction d'une identité féministe et de ses frontières. Dès lors, les raisons pour s'engager dans une action collective semblent être adoucies, pour reprendre les mots d'une intervenante. Une autre explique en avoir ras-le-bol d'avoir le focus sur elle. Donc, dans des moments de concertation, elle est identifiée comme la féministe, donc elle en a un peu ras-le-bol. Donc, elle va étouffer, dit-elle, ça étouffe mon affirmation féministe et ça étouffe l'affirmation féministe de mon organisme. Il en va de même pour une féministe militant en périphérie des grands centres urbains qui croit, quant à elle, qu'en adoptant une approche plus mainstreaming, dit-elle, ça lui permet de convaincre davantage de la pertinence de son analyse. Une informatrice estime aussi que dans une région éloignée, arrondir le discours, dit-elle, elle le fait pour plaire aux bailleurs de fonds, aux organismes subventionnaires. Donc, pour certaines, taire son féminisme constitue un recul. Et certaines vont parler d'un recul historique. Et peu importe les motivations qui les amènent à proscrire le féminisme, que ce soit pour se protéger psychologiquement ou pour, pour être entendu. Donc, peu importe les motivations, on fait face à un phénomène de déradicalisation. Et là, je vais préciser tout de même que les causes de la déradicalisation ne se limitent pas à l'antiféminisme, ils sont tout de même divers et multiples. On pense ici aux facteurs de professionnalisation du mouvement féministe également, de l'intervention féministe, qui sont aussi à l'origine d'une approche plus psychologisante des violences dans les organisations. Également, on a aussi la peur d'être incapable de répondre à ces détracteurs, qui fait partie également de la transformation du vocabulaire et des mots utilisés, etc. Et donc, je passe sur ce phénomène de déradicalisation. Vous avez compris le procédé. Parfois, c'est occasionné par une pression mise par l'entourage et parfois, donc, par l'entourage, comme je le disais. Je passe. Alors, le travail, justement, de déradicalisation se conjugue avec certaines formes de désengagement, un désengagement qui n'est que partiel, c'est-à-dire qu'elle reste à l'emploi du mouvement féministe. Or, elles vont se mettre à distance d'avec leur féminisme, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a appelé avec Francine Mécari et Sandrine Ricci, la figure de la militante distanciée de par leur engagement. Parce que justement, elles sont tannées de devoir tout le temps argumenter. Et c'est un détachement qui leur permet de trouver un meilleur équilibre personnel entre justement leur vie militante et leur vie professionnelle. Or, ça vient avec aussi des conséquences, c'est-à-dire une envie moindre de faire des actions politiques et même une d'entre elles va parler justement d'un problème
quant à l'espoir de changement et même à l'utopie féministe parce qu'on oublie de rêver, croit une répondante. Donc on est face à des déplacements symboliques, que ce soit une mise à distance psychologique, mais aussi un déplacement parfois matériel, c'est-à-dire qu'elles vont soit démissionner ou changer d'organisation dans le mouvement féministe. Et voilà pour ce qui est résumé du désengagement. Je reviendrai vous parler une autre fois de désengagement. Pour vous parler donc en conclusion des changements et dans le fond, j'espère tout au moins avoir attiré votre attention sur les changements qu'occasionne le masculinisme sur les cadres et le travail de signification des féminismes. Il aurait été également intéressant de discuter avec vous de la censure que s'imposent les féministes par rapport à leur mission de défense des droits des femmes. Aussi de parler également des effets quant à leur plus grande difficulté de dénoncer auprès des tribunaux les violences faites aux femmes, d'assurer la sécurité des femmes et des enfants, par ailleurs, et également de parler justement des effets sur leur travail d'accompagnement. Bref, il s'agit ici d'effets à la fois politiques, discursifs, biographiques et organisationnels du masculinisme, qui entourent également, comme je l'ai démontré, le travail de signification des violences. Alors, merci de votre attention. Merci, Mélissa. Et en fait, vraiment,